Nous allons passer maintenant à cette montée en tension, en cause l'usage par l'Ukraine de missiles à longue portée. Missiles à longue portée pour pouvoir frapper des cibles militaires en Russie. C'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Pour cela, il lui faut le feu vert des Occidentaux, le feu vert de Washington. En réalité, pour l'instant, Biden ne le donne pas. Et Zelensky s'impatiente. Écoutez le président ukrainien. L'autorisation d'utiliser les armes dont vous parlez, qui soit dit en passant sont encore très peu nombreuses, prend du retard. Avec la capacité de les utiliser à des fins militaires sur le territoire russe. Retarder ce processus conduit à ce que la Russie déplace ses cibles militaires plus en profondeur à l'intérieur de la Russie. Volodymyr Zelensky veut pouvoir frapper en profondeur sur le territoire russe. Il dit que c'est ce qui peut changer la donne dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Est-ce que les missiles à longue portée sont, comme on dit dans un mauvais français, le game changer, cet élément qui peut effectivement changer le cours des choses? J'accueille Gallagher Fenwick. Bonsoir David. Bonsoir Gallagher, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous dirigez la rédaction en russe, en langue russe. Absolument. De RFI. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Et le colonel Michel Goya, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes bien sûr, on le sait, vous êtes désormais très connu des téléspectateurs d'LCI puisque vous êtes notre consultant sur les affaires militaires. Et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Et la première question, elle est pour vous justement, colonel. Ces missiles à longue portée. Oui. Voilà, il faut déjà qu'on explique aux gens qui nous écoutent de quoi nous parlons. De quel type d'armes s'agit-il? Quelle est leur portée? Est-ce que vous pouvez déjà nous exposer ce type d'armes? De quoi s'agit-il? Alors d'abord, il faut préciser qu'au départ, les restrictions ont concerné tous les types d'armes, les équipements, etc., interdits de frapper sur le sol russe. Et puis, petit à petit, les Ukrainiens ont un peu poussé, mis tout le monde devant un fait accompli, et ils utilisent des chars britanniques, des blindés allemands sur le sol russe, dans la province de Koursk, etc., etc. Et donc, tout le monde a été un peu obligé quand même de suivre dans la matière. Sauf, il reste un élément, un type d'arme, ce sont tous ces projectiles qui peuvent tirer à longue portée, c'est-à-dire en gros jusqu'à 300-400 km, disons de 100 à 300, 400 km. Donc pas jusqu'à Moscou? Non, ça va pas jusqu'à Moscou. Alors ce sont des missiles de croisière, des missiles balistiques qui peuvent être tirés depuis le sol, à partir notamment des lance-roquettes HIMARS, par exemple ce qu'on appelle les missiles ATACMS, ou depuis des avions, où là vous avez surtout des missiles français et britanniques, les Scalp et les Storm Shadow, et possiblement des missiles américains qui s'appellent les chasses, mais qui tapent à 300, 400 km. La particularité de toutes ces armes, c'est que, un, elles sont précises, deux, elles portent loin, évidemment, et trois, elles sont puissantes, c'est-à-dire que vous balancez là plusieurs centaines de kilos explosifs. Un drone, parce que tous ces objectifs sont déjà frappés par des drones ukrainiens, un drone porté jusqu'à 50 kilos d'explosifs, bon, c'est déjà pas mal, c'est bien, mais quand vous balancez 400-500 kilos, c'est une autre dimension. Et donc la question se pose exactement sur ce type d'armes qui, particularité, ont quand même besoin un peu du renseignement américain pour être utilisés. Alors justement, c'est là que le bas blesse. C'est intéressant. Alors donc précision, dégâts importants. Oui. Voilà ce que veut Volodymyr Zelensky. L'impatience en Ukraine se fait de plus en plus ressentir. Donc on va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial, Thomas Misraki. Vous êtes en ce moment dans la région de Kharkiv. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes en ce moment dans la région de Kharkiv, mais vous étiez hier à Kiev. Vous me disiez, nous préparions l'émission ensemble, vous me disiez que vous avez pu échanger avec des hauts responsables militaires et aussi des hauts responsables dans le domaine du renseignement. C'est très intéressant les témoignages que vous avez pu recueillir sur cette question spécifique des missiles à longue portée, Thomas. Oui, et parmi ces responsables, il y avait l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, qui nous a accordé une très longue interview et avec qui on a pu parler aussi très longtemps hier à Kiev. Et lui, comme les autres militaires, qu'ils soient ukrainiens ou étrangers, tenaient quasiment tous le même discours. D'abord, l'utilisation de ces armes à longue portée, de ces missiles que vous venez d'évoquer pour dire les choses, eh bien, elles sont
ces armes capitales pour l'Ukraine, et tous prônaient évidemment une utilisation de ces armes pour aller frapper en profondeur sur les cibles militaires russes qui pourraient être visées par ce type d'armes. Tous nous ont dit que c'était un moment essentiel pour l'Ukraine, un moment essentiel de la guerre, mais tous nous ont aussi dit, je reprends l'une des expressions que vous avez employées tout à l'heure, que ces armes n'étaient pas un game changer, elles n'allaient pas renverser le cours de la guerre, elles allaient tout simplement permettre de stabiliser le front en forçant les Russes à reculer davantage et donc à allonger les chaînes logistiques et à affaiblir l'approvisionnement du front, ce qui pourrait amener un peu d'oxygène aux Ukrainiens sur le front. Et c'est pour ça que les Ukrainiens poussent. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est qu'ils estiment ici les responsables politiques ukrainiens. Vous avez évoqué Volodymyr Zelensky, mais le chef de cabinet de la présidence ukrainienne l'a rappelé encore aujourd'hui. Il nous faut ces armes, il nous les faut rapidement. Qu'une partie des alliés de l'Ukraine, c'est le cas de la France, de la Grande-Bretagne, c'est le cas du Canada, de la Pologne, eh bien, sont d'accord pour que l'Ukraine utilise ces armes de cette manière-là. Les États-Unis, comme souvent, hésitent parce que Joe Biden craint une escalade avec Moscou. Donc voilà pourquoi ces armes sont importantes, et il faut aussi que les Ukrainiens puissent les utiliser rapidement pour deux raisons. Parce que d'abord, ils pensent que l'armée russe est plus faible qu'il n'y paraît, elle manque d'hommes, elle manque de matériel. Les Ukrainiens avancent pour expliquer cela, par exemple, les ratés de la contre-offensive russe dans la région de Koursk, ou encore l'importation de missiles iraniens, de missiles nord-coréens, de munitions nord-coréennes, ou encore de composants chinois pour fabriquer leurs drones. Et il y a aussi l'arrivée de l'hiver. Il faut empêcher Vladimir Poutine d'installer ses troupes trop près du Dniepr. Merci à vous, Thomas Misraki. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial de LCI et de TF1 en Ukraine en ce moment, dans la région de Kharkiv. Bonne continuation de reportage. Thomas, alors, Elsa Vidal puis Gallagher Fenwick. D'abord, Elsa Vidal, j'ai une question toute bête. Voilà, est-ce que c'est ce qui peut changer la donne ? Est-ce que le missile longue portée aujourd'hui est devenu la clé ? Oui, en fait, militairement, il faudrait quand même qu'on soit en situation pour pouvoir envisager à quel point cela ferait des dégâts sur la capacité d'attaque de la Russie et sur les chaînes logistiques. Mais psychologiquement et politiquement, ce serait véritablement un nouveau palier de franchi. Je ne parle pas d'escalade parce que c'est un terme qui est trop psychologique et qui fait nécessairement référence à la peur, et la peur est déjà un problème dont il faudrait qu'on se libère pour avoir une vraie réflexion stratégique sur cette question. Donc c'est très probablement un game changer. Moi, ce qui me frappe, c'est que néanmoins, et je serais intéressée à avoir l'avis de Michel Goyard en la matière, c'est qu'on ne parle plus de fermer le ciel ukrainiens et de les défendre. Or, très longtemps, on a aussi envisagé ça, et les Ukrainiens l'ont demandé, nous l'avons refusé, ils l'ont redemandé quand ils ont vu qu'on défendait le ciel israélien de manière assez efficace. Donc une autre option, si jamais nos dirigeants avaient véritablement peur d'une escalade avec Moscou, peut-être aussi de fournir des systèmes de défense antiaérienne en plus grand nombre pour protéger les villes ukrainiennes. J'ai vu que Zelensky l'avait redemandé à nouveau, encore avant-hier. Gallagher, sur les missiles longue portée, on va parler des hésitations des Occidentaux. Bien sûr. Dans un instant. Oui. Mais d'abord, sur le besoin. Est-ce qu'il est impérieux ? Il est évident. Le besoin, puisque la situation que présente Zelensky et la réalité face à laquelle il met ses alliés, à commencer par les Américains, c'est celle d'avions, de projectiles qui décollent depuis des lieux en Russie, parfois reculés. Il demande au nom de quoi, moi, Ukrainien, me vois-je refuser le droit de taper, entre guillemets, ces différents sites. Vous avez introduit la séquence en disant que Zelensky doit demander le feu vert. C'est très intéressant, c'est-à-dire, le doit-il, et s'il le doit, au nom de quoi ? Et en réalité, Elsa vient de vous donner la question, c'est-à-dire que si on se penche d'un point de vue juridique, j'allais dire, au nom de quel alinéa, quel chapitre du droit de la guerre, Zelensky se voit-il refuser le droit de cibler
par exemple les aérodromes depuis lesquels décollent les aéronefs du pays agresseur, aéronefs qui transportent les vecteurs qui sont essentiellement utilisés. Il a parlé des bombes guidées planantes pour cibler l'infrastructure civile et parfois aussi des sites militaires. Il n'y a aucune raison. En revanche, c'est vrai, et là on peut discuter de la légitimité de ces craintes et de cette peur. Juste une chose, quand vous parlez éventuellement de game changer, c'est une manière de demander si cette décision permettrait à l'Ukraine de gagner la guerre, de l'emporter. Deux choses. D'abord, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner cette autorisation. Ça ferait des choses très importantes et ce serait un élément essentiel au sein de l'écosystème, en fait, du faisceau d'options qui sont accordées à l'Ukraine, qui très élégamment et sérieusement et poliment vient juste demander l'autorisation d'utiliser certains des vecteurs qu'elle a déjà, puisque vous nous posez les questions des armes à longue portée. Elle a déjà des attaques MS. Donc il s'agit de savoir, est-ce que maintenant on peut juste orienter ces vecteurs en direction de la Russie et non plus uniquement en direction des territoires que la Russie occupe chez nous.